comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, là? Mario Dumont. Dis pas que c'est pour faire plus d'argent. La rencontre, Gosselin, Dumont. Bonjour, Francis. Salut Mario. Il y a quelques années, dès qu'on parlait de l'industrie du sirop d'érable, c'était pour parler des surplus puis de ces énormes entrepôts où s'entassaient des barils de surplus. On n'est plus là-dedans du tout, là, hein? Il semble que non, Mario. On a appris aujourd'hui, de par une enquête de Statistique Canada, que la production avait diminué en 2023 de 41% par rapport à l'année précédente. C'est quand même une diminution, tu sais, c'est comme de moitié, là, en toute proportion gardée. Donc, ça veut dire éventuellement qu'on risque d'avoir des petites problématiques là, d'approvisionnement, puis ça pourrait éventuellement créer de l'inflation dans ce domaine-là. C'est sûr que pour les Québécois, là, c'est comme peut-être perçu comme un bien de luxe, mais ça reste que dans le panier global là, de consommation, ça fait une augmentation additionnelle. Puis c'est quand même un intrant là, pour certains sous-produits également qui pourraient voir leur prix augmenter en raison de cette pénurie à prévoir là, dans le domaine de... Mais pour quelqu'un qui aime cuisiner, il n'y a pas de... Je sais que certains vont dire qu'il y a des produits de remplacement, pas chez nous, là. Il n'y a pas de produits de remplacement. Non, mais si quelque chose doit être à l'érable ou inclure du sirop d'érable, incluant une vinaigrette, c'est pas, ça se remplace pas là, par du sirop de poteau ou d'autres choses. Là. Non, c'est certain, Mario, qu'il n'y a pas de remplacement. Là. Je ne vais pas te faire la promotion du Aunt Jemina là, à l'émission cet après-midi. Mais comme je dis, c'est quand même un produit qui peut être perçu de luxe, là, qui peut être, tu sais, c'est quand même un produit de sucre, là, donc qui peut être remplacé. Tu sais, je connais des gens, moi, qui sucrent leur café avec du sirop d'érable. Tu sais, ça va. Là, tu sais, je pense qu'ils vont survivre à une augmentation de 30% du prix si jamais ça se devait se concrétiser. Comme je le dis, c'est un intrant, notamment dans certaines produits transformés là, de céréales, etc. Ça pourrait avoir un effet de second degré. Puis encore une fois, comme tu dis, là, c'est pour certains ménages, ça fait partie de l'alimentation de base. Donc, une des solutions éventuellement pour ceux et celles qui sont dépendants au sirop d'érable, Mario, c'est peut-être justement d'aller acheter directement aux producteurs. C'est pas permis au Québec de vendre directement à des surfaces ou à des distributeurs sans passer par le cartel. Mais c'est possible de vendre la fédération. Mais c'est possible de vendre au point de production. Donc, éventuellement, si vous sillonnez là, la 138 ou n'importe quelle route de campagne, vous risquez de trouver des petits producteurs qui vendent directement. Puis là, de sauver éventuellement quelques dollars. C'est un dossier que je connais bien comme... des années. Non, c'est qu'il y a vraiment un mouvement au Québec de demande. Il y a beaucoup d'érablières sur des terres publiques, là, dans des régions comme la mienne, le Bas-Saint-Laurent, un peu vers Beauce, même la région du lac Mégantic. Tu as dans Chaudière-Appalaches, donc des érablières sur des terres publiques qui ne sont pas exploitées. Il y a des gens qui disent, même des fois, l'érablière voisine, tu sais... Et son érablière, là, ton terrain, tu as fini à tel endroit, il y a une ligne, c'est plus ton terrain, mais l'autre côté, là, c'est la même montagne, ça continue à être planté en érable, mais là, t'es plus chez vous, t'es sur des terres publiques. Alors, il y a des gens qui disent au gouvernement, donnez-nous les permis. Il y en a déjà des permis d'exploitation, mais semble-t-il qu'il y a des milliers et milliers et milliers d'érables, donc des milliers et des milliers d'entailles supplémentaires possibles. Bon, qu'on hésite pour toutes sortes de raisons. Puis, bon, je comprends qu'à une époque où on avait des surplus, il n'y avait pas beaucoup d'incitatifs à ajouter des entailles. Mais là, à mon avis, il y a comme une pression. On exporte de plus en plus. Le produit se vend bien. On n'est plus dans les surplus. Je trouve que c'est vraiment de la ressource perdue, dans le fond, complètement, là. C'est un peu paradoxal historiquement. Je veux dire, on peut, comme tu dis, voir pourquoi il y avait là, cette espèce de système là, centralisé d'achat, mais je pense pas, en tout cas personnellement, Mario, j'en ai déjà parlé là, sur différentes tribunes. Je pense pas que ça rend service à l'industrie acéricole canadienne et plus particulièrement québécoise. Là, je veux dire, qui produit là, une proportion significative de la production canadienne. On rend pas service à notre industrie avec cette stratégie-là de centralisation, de non-différenciation, etc. Puis comme tu le dis, ça fait également en sorte qu'il y a des quantités qui sont non produites, là, ce qui est sous-optimal du point de vue du marché. Mais après, il y a des enjeux de protection, de terroir, etc. Fait que c'est un débat qui pourrait être ravivé là, par cette chute brutale là, des productions de cette année. La mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, qui a présenté un peu sa vision du logement et notamment du logement social.
Oui, ben sa vision du logement en général, Mario, là, puis honnêtement, j'ai pas eu l'occasion encore, j'ai vu l'article là, seulement ce midi, mais je vais certainement lire le texte, là, mais les résumés que j'en ai lus dans les différents médias, ça ressemble à quelque chose quasiment que j'aurais pu écrire, là, Mario. Là. Donc, il y a plusieurs Plus mesures logique que là, qui sont Montréal? mises de l'avant. Ben, pis c'est ça. Puis honnêtement, je sais pas si c'est un twist là, du journalistique, mais clairement, Madame Fournier là, a adopté un angle totalement différent là, de celui de l'administration montréalaise là, qui s'entête à vouloir mettre des obstacles additionnels puis des obligations là, dans différents types de logements, dont le logement social, dont le logement abordable. Le projet de loi là, qu'on appelle du 20-20-20 là, qui est vraiment décrié là, par pratiquement toute l'industrie. Au contraire d'être aboli, a été, en tout cas, on souhaite le renforcer. En tout cas, ce que Longueuil fait, c'est diamétralement opposé. Donc, suppression des redevances de développement, simplification administrative, simplification de l'urbanisme. On enlève tous les obstacles, puis construisez. Honnêtement, tu sais, je connais un peu l'industrie, Mario, je serais pas surpris de voir des développeurs puis des gens, des financiers du développement immobilier Fermer qui des vont projets à Montréal pour aller à Longueuil? Honnêtement, tu sais, on m'a déjà fait l'argument là, de la fuite des capitaux, le monde qui allait aller construire à Toronto. Ça, j'y crois pas tellement, Mario. Les développeurs, qu'ils aiment ou pas Montréal, ils habitent quand même dans la région montréalaise ou québécoise, puis ils aiment la région. Ils vont pas aller construire des immeubles à 800, 500 kilomètres, mais traverser le fleuve, là, honnêtement, je pense qu'il y a aucun obstacle pour bien de ces acteurs-là. Donc, on risque de voir l'effervescence sur la rive sud beaucoup plus intense qu'à Montréal dans l'option sans tête. Puis je serais bien intrigué de voir là, l'espèce de débat parce que ultimement, ça va se retrouver un peu certainement entre les deux mairesses là, sur la place publique, le débat sur comment on règle la question du logement. Puis pour l'instant, ça semble vraiment être diamétralement opposé comme perspective. Donc, il faudra voir là, ce que les deux femmes répondent là, lorsque c'est à tour de rôle sur ce même enjeu. Mais je dois dire que Catherine Fournier m'impressionne quand même. Je trouve qu'elle gouverne son affaire. Elle se fait pas d'ennemis inutiles comme d'autres maires. Elle fait pas trop de, tu sais, d'esclandre ou, tu sais, ce que j'entends, c'est qu'elle, tu sais, les autres sont toujours à chialer contre les ministres, contre les autres gouvernements. Elle a fait ses affaires, elle arrange toutes ses... Non, mais elle semble... Puis d'ailleurs, son taux d'appréciation, aujourd'hui, il y avait un sondage, son taux d'appréciation est 20 points en haut de Valérie Plante puis de Bruno Marchand. Mais on dirait que c'est une mairesse... je sais pas, qu'elle fasse encore quelques années comme ça, puis elle va prendre du galon. Là. Elle va peut-être devenir une autorité. Elle est encore jeune. Là. Peut-être qu'elle pourra traverser le fleuve éventuellement, puis venir prendre la tête de Montréal. Qu'est-ce que... je blague. Ceci dit, Mario, je vais faire une petite fleur à Valérie Plante, ce qui m'arrive rarement, mais tu sais, Montréal, c'est quand même presque 2 millions d'habitants, 1,8 million, là, Montréal-Ville. Longueuil, c'est 240 000. Puis sur le point de vue du logement, évidemment, Longueuil a aussi l'avantage d'avoir encore énormément de terrain à bâtir, alors qu'à Montréal, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Il faut souvent déconstruire, décontaminer, donc il y a une complexité additionnelle. Je dis pas que c'est plus facile nécessairement, mais toute proportion gardée, là, je pense que Mme Fournier a fait la bonne décision, mais avec des paramètres quand même pas mal plus simples et facilitants là, du point de vue du logement. On avait aujourd'hui les chiffres sur l'inflation aux États-Unis. Ben oui, c'est comme j'hésitais à en parler parce que c'est comme une nouvelle qui n'en est presque pas une. Mario, l'inflation d'octobre à octobre était de 3,2%. De novembre à novembre, elle se place à 3,1%. Donc, grosso modo, la nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de nouvelle. Il n'y a pas vraiment d'évolution du taux d'inflation aux États-Unis. Ouais, ben ça a baissé, mais encore une fois, ça n'a pas baissé, ça a continué d'augmenter un petit peu moins vite. Hein. Oui. Ça. Le taux a baissé. Ce qui est baissé. intéressant, le taux a baissé, ouais. Donc, quand on regarde les détails, Mario, c'est beaucoup le prix du gaz a beaucoup augmenté là, aux États-Unis depuis un an. Les véhicules, honnêtement, on pensait, on lisait un peu partout là, qu'il y avait une baisse dans la demande. Sur une base annualisée, a augmenté de plus de 10%. Là, donc, c'est quand même assez important. Évidemment, sur l'ensemble des biens de consommation, là, il y a plus d'augmentation. Là, donc, ça, c'est une assez bonne nouvelle. Notamment dans la bouffe, là, le médical, etc. C'est des augmentations très modestes aux États-Unis. Il y a de la Fed là, qui débute, donc selon toute vraisemblance, tout le monde se suit dans ce moment, mais il n'y aura pas de révision là, à la hausse du taux directeur de la Fed. Mais c'est un peu pour moi un signe annonciateur là, dont on parle depuis des mois que cette lutte à l'inflation va être longue.
Donc, on va pas arriver nécessairement là, à la cible du 2% là, en janvier. Là, ça va être 3,1, puis 3, puis 2,9. Puis cette espèce de lutte à finir qui n'en finira plus, Mario. Et je trouvais ça comme indicateur là, de la première moitié de 2024 intéressant là, de l'indiquer. Une des bonnes nouvelles pour les Américains qui sont un peu dépendants, c'est que le prix de l'essence là, continue à baisser là, vraiment très rapidement par rapport à la référence de l'année dernière. C'est sûr que le contexte géopolitique est facilitant un petit peu actuellement. Il faut voir si ça va résister là, à de nouvelles échauffourées un peu partout. Là. J'ai vu cet après-midi que Mme Yellen, la secrétaire au Trésor des États-Unis, elle est très optimiste là, sur l'inflation. Elle a dit que selon elle, le taux il s'en va dans la bonne direction. Là, tu vas me faire une joke que les politiciens sont toujours trop optimistes. On dirait que je te vois venir. Là. Mais non, mais elle voit ça revenir à 2%, pas de problème. Là. Ben, c'était comme, en tout cas, c'est pas une blague, mais tu comprends que là, s'entame ces jours-ci l'année électorale, hein, Mario. Donc, c'est certain que la question de l'inflation, du taux directeur, j'ai écouté plusieurs balados ces temps-ci. C'est étonnant parce qu'aux États-Unis, actuellement, il y a une forte croissance, une quasi-plein emploi. L'inflation a diminué très, très rapidement. Et pourtant, les Américains sont tristes, pessimistes, par rapport à l'économie. Et c'est intéressant, de voir là, comment ça va se jouer politiquement, ultimement. Fait que c'est sûr que Mme Yellen, M. Biden, avec son Bidenomics, va souhaiter convaincre les gens que ça va bien, alors que dans les faits, ça va bien, mais c'est juste une question de psychologie, puis ça, c'est des messages. Je vais prendre ce que dit Mme Yellen avec un petit grain de sel quand même. Mais il reste que le pouvoir d'achat, c'est fondamental, même si on dit... il y a le plein emploi. Bon, tu comprends que pour le pays, c'est bon. Il n'y a personne qui est en chaummage ou peu de gens en chômage. Mais toi, dans ta maison, là, si t'es plus pauvre qu'il y a 2 ans ou si t'as l'impression d'être plus pauvre parce que ton hypothèque te serre les ouïes puis que ton épicerie est chère, tu viens quand même frustré. Là, c'est que t'as beau dire l'économie globalement, il n'y a pas de grosses menaces. J'ai pas peur de perdre mon emploi. Tout dans notre quartier, personne n'a perdu son emploi. Mais... Aujourd'hui, là, pour faire mon budget, je suis plus serré qu'il y a 2 ans, j'ai moins de loisirs, ça te fait suer, tu sais. C'est ça, c'est compliqué de plaire à tout le monde tout le temps, là, tu sais. C'est sûr. Mais ce que les données montrent, parce qu'il y a cette thèse-là qui a fait le PIB bénéficierait aux riches et pas aux autres. En fait, c'est pas ça qui se passe, Mario. Les gens ont eu des augmentations de salaire. Là, on parle d'augmentation annualisée de 5% pour la 2e année consécutive. C'est juste qu'en fait, Mario, quand tu vas à l'épicerie puis que le pot de yogourt est rendu 7 $, ça te choque. Et tu ne fais pas l'association au fait que tu gagnes 8 000 $ par année de plus. Tu comprends? Fait que ça choque les gens, ça donne cette impression de contrainte. L'autre facteur aussi, c'est qu'évidemment, pendant la pandémie, puis même après, il y a eu toutes les aides aux États-Unis, encore plus qu'ici, des chèques, les dettes étudiantes, etc., qui, là, tranquillement, on est en train d'enlever ça. Fait qu'il y a un sentiment de dépossession, mais objectivement, là, les Américains et les Québécois, soit dit en passant, ont autant, voire plus de pouvoir d'achat qu'avant la pandémie. Fait que, c'est vraiment une dimension psychologique qui est vraiment des... on reparlera des sondages là, concernant M. Legault, mais je pense qu'il est un peu victime du même syndrome aussi actuellement. Les chèques de 500 $, c'est fini. La PCU, c'est fini. Fait qu'on a un sentiment de dépossession, même si objectivement, l'économie va bien, les gens travaillent, ils ont plus de salaire qu'ils n'en avaient en 2020. Donc, c'est vraiment des jeux psychologiques. Puis moi-même, Mario, je te dirais, des fois, je me sens un peu déprimé par l'état de l'économie, mais en même temps, je me le rationalise comme économiste, puis je me dis que tout va bien aller. Tu es un peu déprimé, mais tu penses à ta chronique que tu fais avec nous, puis là, la bonne humeur te revient. Exact. Hey, merci. À demain. Salut, à demain.